Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce 18 décembre. Le dernier Conseil des ministres de cette année 2018 s'est tenu aujourd'hui à Yamoussoukro. La capitale ivoirienne est à l'ordre du jour, le bilan des dernières élections couplées et le prix Borchamp du café pour la nouvelle campagne qui est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, où en est la Côte d'Ivoire, quels sont les acquis et les défis à relever? Le gouvernement ivoirien s'est doté de plusieurs outils nationaux et continentaux. Le dossier économie de ce soir dresse un état des lieux et s'intéresse aux perspectives. La filière cajou cherche des solutions pour améliorer les conditions d'exportation vers l'Inde et le Vietnam, les deux principaux pays de destination du cajou ivoirien. Et face au manque de professionnalisme de certains exportateurs, les producteurs menacent de les mettre sur une liste noire. En République démocratique du Congo, c'est la course contre la montre pour respecter les délais et tenir les élections le 23 décembre comme prévu. La commission électorale commence à peine à recevoir les fiches et procès-verbaux de résultats qui ont été imprimés en Afrique du Sud. Bienvenue dans le 20h, merci de vous informer sur RTI 1. On démarre à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Un conseil des ministres s'y est tenu ce mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette rencontre gouvernementale, qui se présente comme la dernière de l'année, a été présidée par le chef de l'État. Plusieurs points ont été abordés, dont un bilan partiel des dernières élections tenues dans le pays il y a tout juste 2 jours. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation des élections régionales et municipales partielles du 16 décembre 2018. Les opérations électorales partielles du dimanche 16 décembre 2018 se sont déroulées dans le calme dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales concernées, à l'exception des communes de Port-Boué et de Grand-Bassam, où elles ont été émaillées de quelques incidents très tôt circonscrits par les forces de l'ordre. Ces élections ont retenu les dossiers de 10 listes de candidatures aux régionales et 27 listes de candidatures aux municipales issues du RHDP, du PDCI-RDA et de candidats indépendants. À l'issue du scrutin, ont remporté, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP, une région, celle du Lodjibois, liste indépendante, une région, celle du Guémon. Au titre des élections des conseillers municipaux, le RHDP, 3 communes, celles de Bouko, de Grand-Bassam et de Rubino. Le PDCI, une commune, celle de Port-Boué. Les listes indépendantes, 2 communes, celles de Bingerville et de Lakota. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 25 de la loi du 1er août 2000 portant code électoral, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance lève l'incompatibilité entre la fonction de président de conseil régional et de celle de membre de gouvernement. Ainsi, tout comme celle du maire, la fonction de président de conseil régional peut désormais être exercée par le membre du gouvernement. Cette mesure vise à maintenir la cohésion et le fonctionnement régulier du conseil régional en toutes circonstances, notamment celle de la nomination du président du conseil régional en qualité de membre du gouvernement. Il ressort également de ce Conseil des ministres le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019. Il a été fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté une communication relative à la fixation du prix Borchamp du café. La campagne du café a été ouverte le 20 décembre 2017 avec un prix Borchamp de 750 francs par kilogramme. Au 9 décembre 2018,
les réceptions de café tout venant s'établissent à 123 924 tonnes, soit une hausse de 305,28% par rapport à la campagne 2016-2017. Les autorisations d'exportation et de déclaration douanière sont en hausse respectivement de 73,63% et de 66,23%. De ce qui précède, le prix garanti Borchon du café pour la campagne 2018-2019 est fixé à 700 francs par kilogramme, ce qui correspond, il faut le relever, à 79% du prix CAF contre 65,53% durant la campagne précédente. Et nous écoutons encore le porte-parole du gouvernement. Il nous fait un point de la décision de construire 2 nouvelles centrales thermiques pour accroître les capacités énergétiques de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Azito 4 et Cyprel 5. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accroissement des capacités de production d'électricité de la Côte d'Ivoire en vue de satisfaire la demande nationale en électricité et de respecter les engagements en matière d'exportation d'électricité. La première est relative au projet de renforcement de la centrale thermique Azito par une capacité installée additionnelle Azito phase 4 de 253 MW à cycle combiné. L'État a conclu en septembre 2016 avec Azito Énergie un protocole d'accord pour la réalisation d'une centrale thermique additionnelle à cycle combiné Azito phase 4 de 253 MW sur le site de la centrale Azito installée dans la commune de Yopougon. Cette nouvelle centrale sera équipée d'une turbine à gaz de 179 MW et d'une turbine à vapeur de 114 MW pour une production annuelle de 2000 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 225,8 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois établie à 2000 emplois directs et indirects en phase de construction et 10 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. Le démarrage des travaux est prévu à la fin du premier trimestre 2019 en vue de la mise en service de la turbine à gaz au 3e trimestre 2020 et de la turbine à vapeur au 3e trimestre 2021. La deuxième communication est relative au projet de réalisation de la centrale thermique Cyprel 5 de 390 MW à Jacquesville. La centrale thermique à cycle combiné Cyprel 5, prévue dans la commune de Jacquesville, est d'une capacité installée de 390 MW, composée d'une turbine à gaz de 260 MW et d'une turbine à vapeur de 130 MW pour une production d'environ 2876 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 247,9 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois estimée à 2500 emplois directs et indirects en phase de construction et 100 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. Le démarrage des travaux et la mise en service des turbines de Cyprel 5 sont respectivement prévus aux mêmes dates que celles de Azito phase 4. Voilà donc pour ce qui est de ce dernier Conseil des ministres de l'année 2018. Il s'est tenu à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Dans le domaine de la santé, l'UNFPA a offert une ambulance à l'hôpital mère-enfant de Bergerville. Un don réceptionné cet après-midi par la présidente de la Fondation Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Demain, mercredi, le président rwandais Paul Kagame entame une visite d'État de 48 heures en Côte d'Ivoire. Avant cette visite qui vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays, jetons un regard sur la coopération qui existe déjà entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Mama Traoré. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays hier touchés par des crises militaro-politiques,
mais aujourd'hui cités en exemple sur le continent pour leurs performances économiques. En 2017, le Rwanda, État de l'Afrique de l'Est, comptant 12,2 millions d'habitants, a connu un taux de croissance de 6,1%. La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé son embellie économique de ces dernières années avec 7,8% de taux de croissance. Ces deux pays doivent ces performances au leadership de leurs chefs d'État que sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Paul Kagame du Rwanda, mais surtout aux réformes économiques entreprises par leurs gouvernements respectifs, réforme marquée par l'amélioration continue du climat des affaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays ont encore du chemin à parcourir, bien que liés par un traité d'amitié de coopération et un accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 30 janvier 1985, les échanges économiques et commerciaux demeurent faibles. En 2017, ils ont seulement échangé 81 millions de francs CFA de marchandises, dont 79 millions d'exportations pour la Côte d'Ivoire. Une ligne aérienne directe desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair relie également Abidjan à Kigali depuis octobre 2016. Pourtant, ce ne sont pas les domaines de coopération qui manquent. La Côte d'Ivoire possède une riche expérience agricole. Quant au Rwanda, il tire son épingle du jeu en matière de salubrité, dans les TIC et dans la promotion du genre. En clair, des liens à renforcer pour le bien-être des peuples ivoiriens et rwandais. Perspective prometteuse avec la visite d'État en Côte d'Ivoire du président Paul Kagame. Une visite d'État qui démarre donc demain, mercredi. Le dossier économie de ce soir s'intéresse à l'épineuse question de la corruption. Ce tueur silencieux gangrène l'économie. Et pour y faire face, le gouvernement ivoirien s'est doté de plusieurs outils nationaux et continentaux, notamment la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2012. 6 années après, quel est l'état de mise en œuvre de cette convention? La Côte d'Ivoire accuse-t-elle un retard comparativement aux autres pays africains? Des réponses dans Eco Plus, signé ce soir, Cheikh Koné. Dans l'édition 2017 sur la perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire est classée 103e sur 180 pays, contre la 136e place en 2013, soit un gain de 33 places. Une avancée certes, mais le phénomène de la corruption à la peau dure, selon les chiffres officiels, le pays continue de perdre un peu plus de 300 milliards de francs CFA par an. À l'échelle continentale, ce sont près de 27 500 milliards de francs CFA que les pays africains perdent chaque année, selon le rapport Mbeki. La corruption fait ainsi partie des principaux obstacles à la croissance d'un pays. Elle dégrade l'économie et tous ses compartiments, la santé, l'éducation et le coût de la vie. Quand ça impacte sur le coût de production, évidemment, c'est le client qui, au bout de la chaîne, paye. Donc la corruption, c'est un problème général. Une prise de conscience générale qui débouche sur l'internationalisation de la lutte contre la corruption. L'Afrique prend en main sa destinée et adopte en 2006 la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption de l'Union africaine, une déclinaison de la Convention des Nations unies. En 2012, la ratification de la Côte d'Ivoire est acquise. Le pays prend ainsi le pari d'impulser une nouvelle dynamique dans sa lutte. Au plan national, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre d'instruments. Il y a par exemple 2 ordonnances qui sont devenues des lois, la 660 et la 661. La 660 qui porte justement sur l'ensemble du cadre juridique qui lutte justement contre la corruption. Et puis la 661 qui définit le cadre fonctionnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est l'organe que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place justement pour juguler justement ce mal-là. En 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est créée. Elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière quasi permanente. L'enjeu pour cette autorité est d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. La société civile en attend plus. Mais nous, au niveau de la société civile, initialement, ce que nous avons voulu, c'était de faire en sorte qu'on puisse annexer à la haute autorité des instruments, des juridictions anticorruption pour traiter que des problèmes de corruption. C'était cela justement notre vision. La haute autorité n'est pas une juridiction. La haute autorité ne sanctionne pas en tant que telle. La haute autorité collecte, analyse, mène des enquêtes, constitue des PV qui serviront d'éléments
entrant dans la décision du procureur de la République de poursuivre ou non de poursuivre. En 2018, 15 dossiers faisant l'objet d'enquêtes et d'ouverture d'informations judiciaires ont été transmis au procureur de la République. Pour la déclaration de patrimoine, qui est une des missions de la haute autorité, 85% des membres du gouvernement se sont soumis à l'exercice, 80% pour les présidents d'institutions et 85,53% pour les fonctionnaires chargés de la gestion des fonds publics. Outre la haute autorité pour la bonne gouvernance, le pays s'est doté de plusieurs structures de lutte, dont les plus connues sont la direction des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane et la brigade de lutte contre la corruption. Malgré la pluralité d'instruments de lutte, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine en Côte d'Ivoire accuse un retard, selon plusieurs observateurs. Là où, effectivement, on pense que cette mise en œuvre est mitigée, c'est au niveau de certains actes. Par exemple, il y a un rapport qui doit être dressé annuellement à l'Union africaine pour dire comment le suivi se fait en Côte d'Ivoire, comment la mise en œuvre se fait. Ce rapport, il a été fait en 2015. Nous attendons que 2016, 2017 et 2018 soient faits. C'est très important. La Côte d'Ivoire a fait un effort, mais il faut poursuivre cet effort-là pour que demain, il y ait des réformes pour qu'elle puisse s'adapter. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est en retard par rapport à tel ou tel autre pays. Non, je ne pense pas qu'il faut qu'on regarde ça de cette façon-là. La réalité, c'est que nous devons tenir compte des réalités de nos pays, des visions de lutte contre la corruption dans nos pays respectifs, des objectifs et des capacités réelles du moment. Si la problématique de la corruption reste une question importante pour plusieurs économies, son lien établi avec le blanchiment d'argent rend la lutte éparse et complexe. La corruption précède le blanchiment. Un monsieur qui a fait un braquage, il a eu peut-être 50 millions, c'est de l'argent sale. Il ne peut pas aller déposer ça à la banque, il ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une maison, il met la maison en location. La maison produit des loyers. Les loyers rentrent dans l'économie normale, on peut même payer à la banque, on peut payer, vous voyez un peu. Mais l'infraction initiale, qui était le braquage, et donc le fruit du braquage, est réintroduit dans l'économie formelle par le système du blanchiment. Que ce soit la lutte contre la corruption ou la lutte contre le blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est signataire de la plupart des instruments internationaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ces outils afin d'amorcer une phase beaucoup plus répressive de la lutte. L'application intégrale des recommandations de la Convention de l'Union africaine va certainement faire bouger davantage les lignes. Dans la filière cajou, on veut également faire bouger les lignes. La campagne 2018 a été marquée par de nombreuses difficultés. Les exploitateurs locaux planchent alors sur des solutions en vue d'améliorer les conditions d'exportation, notamment vers l'Inde et le Vietnam, les deux principaux pays de destination du cajou ivoirien. Didier Nguessan. Réfléchir aux mécanismes pour mieux exporter le cajou de Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette filière se sont réunis à Abidjan afin d'identifier les difficultés liées aux procédures d'exportation et aux opérations logistiques. D'importantes mesures sont annoncées. Nous irons au Vietnam. Nous allons rencontrer le Vinacas. Alors, à l'issue de ça, nous allons faire une liste noire, une blacklist des mauvais acheteurs. De notre côté aussi, nous allons faire la liste noire des mauvais vendeurs. Ce que nous recherchons, c'est d'assainir le milieu de la commercialisation du noix de cajou. La campagne 2018 de commercialisation du cajou a été particulièrement difficile selon les organisateurs du fait de son démarrage tardif. Des problèmes liés en partie à l'absence de guichet unique pour les opérations d'exportation, au manque de financement des banques vietnamiennes et à l'obligation de s'acquitter de la taxe d'enregistrement au titre des campagnes 2014 et 2015. Pour cette exportatrice, l'heure est à l'union. Nous sommes tous exportateurs et je souhaite que il y a 2 points. On doit réunir, on doit solider et on doit avoir la même voix. On doit partager l'information. Avec plus de 700 000 tonnes réalisées en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cajou. La filière emploie 360 000 producteurs. Direction la mine d'or d'Ity, la première mine de production d'or de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 km au nord-ouest d'Abidjan. En janvier 2014, l'État a cédé ses parts. 4 années après, les engagements pris ont-ils été respectés? Il était notamment question d'infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines. Le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu sur place. Hervé Boué.
Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, en compagnie de la ministre Maria Toukoné, visite la nouvelle usine de la Société des mines d'or d'Iti. Une usine ultra-moderne utilisant la méthode de lixiviation en cuve. Ce procédé, à la différence de la lixiviation en tas, permet d'extraire plus d'or. Cette usine, dont la construction a démarré en novembre 2017, entrera en production très bientôt. Ce site a servi à produire de l'or pendant un certain nombre d'années et on est en fin d'un cycle, on démarre un autre cycle. Et la production va démarrer en avril de l'année prochaine. Il est bon que je vienne voir ce qui a déjà été fait, ce qui est envisagé et donc ce qui va se faire à partir d'avril. Les promesses sont bonnes. Avec la construction de cette usine, les promesses sont en passe d'être tenues par le groupe Endeavour Mining qui a obtenu du gouvernement de Côte d'Ivoire le renouvellement du permis d'exploitation minier numéro 26 pour une durée de 10 ans pour le site d'Iti et le permis numéro 49 pour le nouveau site de Daple. En plus de la visite de l'usine en construction, le ministre est également réjoui des avancées des infrastructures sociales de base réalisées en faveur des populations riveraines, notamment le nouveau village de Daple déjà habité et le centre de santé de Ouatio, tout équipé avec sa maternité en finition. Maintenant que le bâtiment est là, vraiment ça nous soulage. Si on veut accoucher, c'est à zone où on s'en va accoucher. C'est loin, on prend transport pour aller. Le ministre a par ailleurs exhorté les populations, surtout les jeunes, à se détourner de l'activité de l'orpaillage clandestin qui, en plus de nuire à l'économie, détruit l'environnement. Il a annoncé que le gouvernement, pour lutter efficacement contre ce fléau, a créé une brigade spéciale dédiée à la répression de l'orpaillage clandestin et de l'ensemble des infractions liées au code minier. En plus de la répression et avec le concours de la SODEMI, des chantiers écoles seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. L'objectif que nous visons est de les former à l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. La mine d'or d'Iti, créée en 1991, est la première mine de production d'or de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la sécurité aérienne, 12 ans après l'entrée en vigueur du projet de sécurité du système de transport aérien des 8 États membres de l'UEMOA, il reste encore des défis importants à relever. Des experts de structures aéroportuaires ivoiriennes et internationales sont à Abidjan afin de créer une agence communautaire au sein de l'espace. Francis Boifo. L'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC de l'espace UEMOA va se créer en 2019 selon les experts du transport aérien réunis à Abidjan. L'ACSAC va remplacer le projet COSCAP UEMOA. Il assure un niveau élevé et durable de sécurité du système de transport aérien dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acquis après 13 ans de mise en œuvre. Assurer la supervision en termes de navigabilité, de ce qui relève de la sûreté. Un grand résultat, c'est que pour la qualité de ces services aujourd'hui, l'UEMOA, à travers le COSCAP, est à 68%, alors que la moyenne aujourd'hui africaine est de 48%. Le projet aide à certifier les aéroports. Sur les 8 aéroports internationaux, nous avons 5 qui sont certifiés, il en reste 3. Quand elle sera opérationnelle en 2019, l'ACSAC devra consolider ses acquis. En attendant, les experts tentent de trouver des solutions aux défis. D'assister les États qui ont parfois des insuffisances au niveau du personnel, de façon à ce que nous puissions tous avancer au même rythme. On doit s'attendre à un espace sûr où les compagnies aériennes sont certifiées correctement, où les aéroports sont dans les normes et où les voyageurs voyagent en toute tranquillité. La 14e réunion du projet COSCAP UEMOA, une opportunité pour les responsables des structures en charge de l'aviation civile de l'UEMOA d'aborder toutes les questions qui pourraient empêcher la création d'une agence communautaire de gestion de la sécurité des vols. 5 aéroports internationaux de premier rang sont certifiés sur les 8 que compte l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce sont les aéroports d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lomé au Togo, de Bamako au Mali, de Niamey au Niger et de Dakar au Sénégal.
San Pedro, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, veut se rendre coquette et devenir attrayante. Les nouvelles autorités municipales ont lancé des travaux d'assainissement et les populations sont invitées à participer à l'embellissement de la ville à travers l'opération « J'aime ma ville et je l'assainis ». Sam Konan pour le reportage. À peine élu par le conseil municipal et installé par le préfet des régions, que le maire de la commune de San Pedro s'attaque à son premier chantier, assainir la ville. Une opération dénommée « J'aime ma ville, je l'assainis » vient d'être lancée à la gare routière. L'opération démarre aujourd'hui au rond-point de la gare. L'objectif donc c'est de progressivement assainir la ville et faire en sorte qu'après notre passage, tout ce que nous avons dégagé comme ordure ne réapparaisse plus. Donc il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais d'une opération qui va se dérouler donc tous les samedis et qui va être suivie tous les jours par une équipe de la mairie. Mais en même temps, en le faisant, nous allons dégager donc tout ce qui est donc baraque, table de vente qui ne ressemble donc pas à une commune comme San Pedro. Plusieurs travaux de drainage et de canalisation dans certains quartiers ont débuté afin d'éviter des inondations en période de pluie diluvienne. Et également le curage et l'entretien du lac. Des rencontres avec les populations ont lieu afin de les sensibiliser. C'est pour nous mettre ensemble pour arranger la ville. Le maire a dit chaque samedi, on devrait se mettre ensemble pour nettoyer le coin. Moi, je trouve que quant à moi, ça, je vais la voir. Il nous a montré qu'il est prêt pour travailler. En tout cas, ça va mieux. On a besoin encore qu'il arrange encore. On l'encourage pour ça. L'entrée de la ville par le corridor Soubri-Sassandra et la voie qui mène à l'aéroport seront dégagées et embellies afin de donner un visage plus beau à la ville portuaire, touristique et balnéaire de San Pedro. 24 en Pologne, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a animé une conférence de presse. Akaole a mis en lumière les enjeux des changements climatiques et la santé environnementale. Grace Kando, envoyé spécial en Pologne. L'adaptation au changement climatique passe par la protection de la santé humaine. Cette adaptation contribue à réduire la vulnérabilité des communautés et améliore la gestion des programmes et des systèmes de santé selon des experts. Au cours de la COP24 à Katowice en Pologne, le ministre Akaole a animé une conférence sur les enjeux des changements climatiques et de la santé environnementale. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux que sont l'air, que sont l'eau potable, que sont la nourriture que nous consommons, de même que nos logements. Il est de notre responsabilité de trouver les voies et moyens pour nous adapter à ce phénomène et cela revient à dire que le système de santé doit pouvoir être performant. L'humanité a besoin d'avoir un environnement sain, un climat propre pour parler de pérennisation, pour un avenir durable. Mais il faut faire en sorte qu'en se développant, il ne faut pas détruire son climat. En se développant, il ne faut pas détruire son environnement. Et en se développant aussi, il faut améliorer les conditions de vie des hommes. Le secteur privé ivoirien n'est pas en marge. Des initiatives sont prises dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le secteur privé met en place des dispositions pour éviter de polluer. Il y a des systèmes, par exemple, tout ce qui concerne les rejets d'eau, tout ce qui concerne les boues, concernant par exemple le traitement des déchets. Sodeci récupère par exemple tous les déchets sur le collecteur qui va en mer. Selon l'accord de Paris sur le climat, le secteur de la santé devrait faire des efforts pour la promotion des établissements sanitaires et des technologies à faible émission de carbone. En République démocratique du Congo, c'est la course contre la montre afin de respecter les délais et tenir les élections le 23 décembre comme prévu. La commission électorale commence à peine à recevoir les fiches et aussi les procès-verbaux de résultats qui ont été imprimés en Afrique du Sud. Près de 166 tonnes de ce matériel sensible sont attendues d'ici jeudi. Il devra être déployé au plus tard samedi dans les 21 000 centres de vote et 179 centres locaux de compilation des résultats. Les retards s'accumulent, mais la CENI affirme faire son possible pour que le matériel soit déployé à temps.
L'actualité internationale de ce mardi, c'est aussi le 40e anniversaire de la conversion de l'économie chinoise et le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar prévu demain, mercredi. Madagascar, second tour de la présidentielle, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux ex-présidents, s'efforcent à convaincre les indécis des 45% d'inscrits au premier tour. Leur rivalité prend le dessus sur les projets pour la société. C'est une revanche pour Marc Ravalomanana. Il estime avoir été poussé hors du pouvoir en 2009 par Andry Rajoelina. Mercredi, les Malgaches retournent aux urnes. Tout a commencé il y a 40 ans, une Chine qui apprend vite et qui s'est copiée. Son ouverture au marché extérieur et ses réformes économiques ont permis à la Chine d'atteindre le rang de deuxième puissance économique au monde. Le président chinois Xi Jinping se félicite de cette progression et honore ses pionniers tels que Deng Xiaoping. Et rappelons pour terminer qu'un conseil des ministres s'est tenu ce mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Plusieurs points ont été abordés, dont un bilan des dernières élections tenues dans le pays à tout juste 2 jours, le prix Borchon du café pour la campagne 2018-2019. Il a été fixé à 700 francs CFA le kilogramme et la construction de 2 nouvelles centrales thermiques pour accroître les capacités énergétiques de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Azito 4 et Cyprel 5. Le communiqué complet de ce Conseil des ministres vous sera proposé après l'émission Le Débat tout à l'heure sur RTI 1. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Marine Cognan pour le 23h. Bonsoir à tous et à demain.